8h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité ce soir. Finances publiques, investissements, protection sociale, industrie et réforme fiscale. Du grand chantier de réforme passé au crible par la Cour des comptes. L'institution vient de rendre public son rapport annuel au titre de l'année 2021. Un document qui livre des pistes de réforme pour une gestion améliorée des finances et des services publics. Lecture dans les grandes lignes du rapport dans quelques instants. Nouvelle charte de l'investissement également au menu de cette édition. Un gros chantier sur la table de l'exécutif. Dans un contexte économique aux défis multiples, l'arsenal juridique relatif au dispositif de soutien à l'investissement vient d'être parachevé par le gouvernement. De quoi asseoir les bases d'une économie forte et intégrée. Un mot de littérature pour refermer ce journal. Nous mettrons la lumière sur l'œuvre de l'écrivain camerounais Eugène Ebodé. Cet auteur prolifique de renommée a fait Yaoundé Rabat pour faire découvrir au public marocain son 10e roman Habiller le ciel, où il adresse un hommage par les mots à sa mère décédée sans pouvoir lui dire adieu. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Monsieur Vo Van Thuong à l'occasion de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam. Dans ce message, le souverain exprime au nouveau président ses meilleurs vœux de réussite dans ses hautes fonctions au service des aspirations du peuple vietnamien à davantage de progrès et de prospérité. Le chef du gouvernement, Aziz Zakhnouch, a présidé cet après-midi une réunion avec plusieurs départements ministériels au sujet de l'état d'avancement du registre social unifié. Cette réforme digitale dédiée à l'inscription et au ciblage des ménages éligibles au programme d'appui social. Un chantier social d'envergure doublé d'un registre numérique qui se veut une étape obligatoire pour pouvoir prétendre au programme d'aide sociale comme les allocations familiales. Cette réunion était aussi l'occasion de faire le point sur les programmes futurs concernant justement les allocations familiales. Le président de la Chambre des représentants en visite de travail au Japon à la tête d'une délégation parlementaire. Rachid Talbi El Alami a été reçu hier par l'empereur Naruhito au palais impérial à Tokyo. Au cours de leur entretien, M. Talbi El Alami a exprimé ses remerciements et son appréciation pour le soutien continu du Japon au Maroc. Le président de la Chambre des représentants a également souligné que le royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, aspire à diversifier ses partenaires et à partager ses expériences pour servir l'humanité et contribuer à sa prospérité. Le président de la Chambre des représentants a également fait savoir que son déplacement de 4 jours au Japon à l'invitation du président de la Chambre des représentants nippone vise à soutenir les efforts de rapprochement et de dialogue constant entre les institutions législatives des deux pays. L'empereur du Japon a pour sa part salué les efforts déployés par Sa Majesté le roi pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Focus à présent sur la nouvelle charte de l'investissement et dont l'arsenal juridique relatif aux dispositifs spécifiques de soutien à l'investissement stratégique a été parachevé par le gouvernement il y a quelques jours pour relancer l'économie nationale dans un contexte international marqué par plusieurs crises et incertitudes. Le Maroc compte beaucoup sur la nouvelle charte de l'investissement. Éclairage sur les changements clés qu'elle introduit avec Hassan Zaki, Mohamed Chikir et Nisrina Vzdara. C'est une charte fondamentale pour asseoir les bases d'une économie forte et surtout intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. Les défis sont immenses. Cela passe d'abord par l'amélioration de l'attractivité de l'économie nationale, le soutien des investissements étrangers, sans oublier l'aide à la production locale. L'économie nationale a été marquée ces dernières années par une série de réformes et de stratégies très ambitieuses grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ces réformes visent toutes à améliorer le climat des affaires du Maroc, à ériger le royaume en tant que hub continental, voire mondial propice aux investissements. C'est pour cela qu'il faut se réjouir de l'accélération de la cadence de la mise en œuvre des dispositions juridiques de cette charte.
Les experts se félicitent aussi du caractère multidimensionnel de la charte de l'investissement. Améliorer le climat des affaires ne se limite pas aux facilitations de l'acte d'investir. Le Maroc veut faire du privé un moteur de l'investissement national d'ici 2035. Un très grand cap à franchir. Tous les préalables requis pour réussir ce grand chantier sont là. Pour démarrer une entreprise, il faut que l'investisseur crée au moins 50 postes d'emploi stables, avec un montant global d'investissement qui soit supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. Autrement, l'investisseur ne pourra pas bénéficier de l'aide étatique qui est fixée à 3%. C'est un point très positif. Soulignons aussi que le Maroc jouit de toutes les potentialités pour être à la hauteur de ses ambitions et faire en sorte que cette charte profite pleinement à l'économie nationale. C'est finalement tout un écosystème qui ne cesse de se développer en créant des synergies et en profitant de la digitalisation de plusieurs secteurs clés. La nouvelle charte de l'investissement mise beaucoup aussi sur l'encouragement des exportations et le développement des entreprises marocaines au plan international. La correction des disparités territoriales en matière d'investissement en est aussi un élément central. Ils sont en passe de révolutionner nos méthodes d'agriculture. Eux, ce sont les lauréats du concours national AgriYoung Innovate. 4 jeunes porteurs de projets ont été primés pour leurs procédés agricoles innovants. Des solutions intelligentes récompensées par l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Le reportage est signé Mohamed Bentarka, Omar Jledi et Zakaria Moukimbillah. Ils sont jeunes et passionnés d'innovation dans le domaine agricole. Pour le concours national AgriYoung Innovate, 20 projets ont été sélectionnés. 4 ont retenu l'attention du jury et sont primés. Des projets qui portent sur l'agriculture digitale et climato-intelligente. Après 5 mois d'efforts et de travail acharné, on est très fiers aujourd'hui d'être 3e lauréate du programme AgriYoung Innovate. Notre projet qui هدف على l'autonomie énergétique à petite échelle pour les agriculteurs et en même temps on a un deuxième produit, l'agriculteur il peut le valoriser pour avoir des moyens de revenus justement, pour améliorer la qualité de vie et l'économie de l'agriculteur. Nous avons cru en notre projet et fourni beaucoup d'efforts. Nous sommes fiers d'être récompensés. Des initiatives innovantes pour contribuer à la modernisation du secteur agricole marocain. Un concours initié par l'Agence pour le développement agricole en partenariat avec l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. L'entrepreneuriat des jeunes s'inscrit dans le cadre de la stratégie agricole Génération Green 2020-2030, qui est une stratégie qui, dans son fondement 1, accorde la priorité à l'élément humain et notamment aux jeunes à travers la promotion et l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture. Les gagnants seront accompagnés pour décrocher leurs premiers clients. Les autres entrepreneurs bénéficieront d'un accompagnement pour la création de leurs entreprises afin de contribuer à la résilience de l'agriculture face aux défis du futur. Un niveau de réserve bas et des stocks au-dessous du seuil de sécurité. Le Centre national de transfusion sanguine de Casablanca lance l'alerte et appelle à la mobilisation massive des citoyens pour reconstituer les réserves en poche de sang et retrouver un niveau de stock suffisant pour couvrir les besoins de transfusion de la première semaine de Ramadan. Fatiha Omrar, Achour Ben Msaoud et Malia Ouad. Elle suscite encore quelques inquiétudes. Et pourtant, la procédure de don de sang est simple. Après avoir rencontré un médecin attestant de leur état de santé, les donneurs sont conduits en salle de prélèvement. Réalisée en position allongée, l'infirmière prépare le matériel stérile, désinfecte la peau et remplit 2 à 3 tubes de sang, soit entre 420 et 480 millilitres, en fonction du poids et de la taille du donneur. Un acte de citoyenneté vitale pour sauver des vies.
C'est très important de donner son sang car il viendra un jour où peut-être moi-même j'en aurai besoin ou bien quelqu'un de ma famille qui sait. C'est pourquoi je viens souvent faire don de mon sang, d'autant plus que je suis O+, c'est-à-dire donneur universel et cela peut aider beaucoup de patients. Tous les 5 mois, je viens faire don de mon sang car cela peut sauver des vies. C'est un devoir pour moi que d'aider les malades qui ont besoin de ces plaquettes. Avec le ramadan qui approche à grands pas, il faut faire preuve d'un peu de générosité envers son prochain et aider tous les nécessiteux. Sachant que les produits sanguins sont périssables et que la demande est incessante, les dons de sang, de plaquettes et de plasma doivent être quotidiennement renouvelés. Essentiel en cas d'anémie, indispensable lors d'une hémorragie, le don de plaquettes est vital pour les patients atteints de leucémie ou de lymphome. À Casablanca, les stocks de sang sont malheureusement insuffisants pour couvrir tous les besoins des patients. Nous faisons au mieux pour répondre à la demande massive des hôpitaux qui sont toujours en demande de plaquettes. C'est pourquoi j'invite tous les gens bien portants à faire don de leur sang. C'est la première fois que je saute le pas et que je viens donner mon sang. Au début, j'avais un peu peur, mais ça s'est finalement très bien passé. Il faut donner un peu de soi aux autres, surtout lors du mois sacré. Dans le monde, une personne a besoin d'une transfusion de sang toutes les 10 secondes. Chaque don de sang peut sauver 3 vies. Une urgence qui se fait sentir dans les hôpitaux casablancais, où les réserves nationales sont au plus bas. La Cour des comptes a rendu son rapport annuel au titre de l'année 2021, un pavé de 8 chapitres dans lequel l'institution dresse les résultats des missions de suivi effectuées par les juridictions financières, résultats relatifs à la mise en œuvre des grandes réformes structurelles dans lesquelles notre pays s'est engagé. La Cour fait par ailleurs valoir le taux de mise en œuvre de ces recommandations émises en 2018. Celui-ci a atteint les 89%. Le point avec Nisril Hamdaoui. Le rapport de la Cour des comptes se focalise sur les problématiques les plus significatives liées à la gestion publique, avec à l'appui la présentation de pistes de réforme et des recommandations visant notamment à améliorer la gestion des finances publiques et celle des services publics et des organismes. Ce rapport annuel au titre de l'année 2021 comprend 8 chapitres, dont un consacré à l'état d'avancement des grands chantiers de réformes structurants engagés au cours des dernières années, à commencer par les finances publiques. La Cour des comptes recommande l'instauration de mécanismes de contractualisation entre le ministère de l'économie et des finances et les autres départements gouvernementaux pour assurer plus de performance. Concernant l'investissement, cette institution supérieure de contrôle des finances publiques recommande l'adoption d'une stratégie nationale, tout en procédant à une analyse des attributions des différents acteurs institutionnels concernés, en vue d'une meilleure complémentarité et de plus de convergence. La Cour préconise également la consécration du rôle des centres régionaux d'investissement, en plus de la mise en place d'un plan d'action pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Pour ce qui est de la réforme fiscale, la Cour des comptes recommande d'élaborer et d'opérationnaliser une feuille de route pour la mise en œuvre des réformes relatives à la refonte de la fiscalité des collectivités territoriales et de la parafiscalité. Dans son rapport annuel au titre de l'année 2021, la Cour recommande aussi de poursuivre les efforts de mise en œuvre des réformes relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, tout en fixant les échéanciers connexes et en communiquant sur l'impact budgétaire des changements effectués ou prévus. Elle insiste aussi sur la nécessité de réaliser une évaluation régulière de l'impact socio-économique des incitations octroyées afin de prendre les décisions adéquates quant à leur maintien, leur révision ou leur suppression selon les cas. Concernant la protection sociale, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire reste tributaire du développement de l'hôpital public en tant que principal levier de l'assurance maladie obligatoire. C'est ce que souligne la Cour des comptes dans son rapport.
Dans ce cadre, cette institution recommande d'accélérer la mise à niveau des structures de soins afin d'assurer la disponibilité et améliorer la qualité de l'offre de soins dans le secteur public. Rappelant qu'en vue de pallier les insuffisances que connaît le système hospitalier, la loi cadre numéro 622 relatif au système national de santé définit les objectifs fondamentaux de réforme et de restructuration de toutes les composantes du système. Il s'agit du renforcement des ressources humaines sanitaires, de la mise en place d'instances spécialisées pour la gestion et la gouvernance, ainsi que d'un système d'information sanitaire national intégré. Toujours dans la même veine, se rapportant au secteur de la santé, la Cour des comptes recommande la mise en place d'un système d'alerte précoce de réduction et de gestion des risques dans ce secteur, soulignant que ce système doit être performant, institutionnalisé, permanent et doté des outils et des mécanismes requis. Le rapport met également l'accent sur le renforcement du système de veille sanitaire et la mise en place d'exercices de simulation réguliers pour ces types de risques sanitaires, tout en tenant compte des priorités de chaque espace territorial. Concernant le secteur de l'enseignement, la Cour des comptes recommande de veiller à l'intégration progressive du mode d'enseignement à distance dans le système éducatif national et d'assurer le suivi et l'évaluation des résultats de toutes les initiatives entreprises afin de disposer d'un plan de continuité pédagogique susceptible de faire face aux crises potentielles. La Cour met également l'accent sur la nécessité de parachever le cadre juridique relatif à ce mode d'enseignement, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, en définissant de manière précise l'enseignement supérieur à distance et en fixant ses objectifs, son cadre organisationnel et de gestion, ainsi que les mécanismes de son contrôle, son suivi et son évaluation. Pour ce qui est de la réforme des établissements et entreprises publiques, la Cour des comptes recommande d'accélérer la mise en œuvre des mesures de restructuration initiées par ces établissements et entreprises à fort enjeux économiques et sociaux dans le cadre de contrats-programmes conclus avec l'État. Pour atteindre les résultats escomptés, la mise en œuvre de cette réforme nécessite d'enclencher un ensemble de mesures. Des mesures principalement liées à la définition de la composition cible de la restructuration du portefeuille public, à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu'à l'accélération de la cadence de l'opérationnalisation des missions de l'Agence nationale de gestion stratégique, des participations de l'État et du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Concernant le système de retraite, la Cour des comptes considère que la garantie de la viabilité du système de retraite à long terme exige l'activation de la mise en œuvre du chantier de la réforme structurelle des régimes. La Cour relève qu'en dépit des réformes paramétriques apportées principalement au régime des pensions civiles de la Caisse marocaine des retraites depuis 2016 et au régime collectif des allocations de retraite en 2021, les dites réformes n'ont pas permis d'atteindre les équilibres financiers de ces régimes. Cette situation a conduit à un quasi-épuisement de leurs réserves à des horizons différents. Concernant les régions et les services de base dans le monde rural, la Cour des comptes recommande de diversifier les sources de financement des régions et d'améliorer la qualité des services vitaux en milieu rural. L'institution indique que les cours régionales des comptes avaient constaté des insuffisances par rapport à la planification stratégique des régions, notamment la préparation des programmes de développement régionaux, ayant accusé des retards par rapport au calendrier prévu. Pour ce qui est du secteur touristique, la Cour des comptes recommande de poursuivre les efforts pour le déploiement des mesures prévues dans le contrat-programme 2020-2022 pour la relance du secteur, notamment celles relatives à la garantie des prêts, afin d'éviter la perte d'une partie importante du tissu productif du secteur. La Cour des comptes ne manque pas de noter, dans le cadre de l'évaluation du plan de soutien au secteur du tourisme face aux effets de la pandémie, elle ne manque pas de noter les efforts déployés à travers la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat-programme qui vise à préserver les postes d'emploi tout en assurant la maîtrise et l'intégration progressive du secteur informel, ainsi que le déploiement de mesures à caractère social, notamment le report du paiement des prêts bancaires au profit des entreprises touchées.
Et dans le secteur de l'industrie, la Cour des comptes souligne l'importance d'améliorer le taux de valorisation des zones destinées à abriter des espaces d'accueil industriels, de rationaliser le recours aux procédures dérogatoires, ainsi que de prévenir l'installation de nouvelles unités industrielles informelles et de concevoir une stratégie régionale de régularisation progressive et inclusive de la situation de celles déjà existantes. Je vous propose à présent de faire une petite escale littéraire pour aller à la rencontre d'un écrivain camerounais à succès. Il en est à son 10e roman. Eugène Ebodé signe son nouvel opus à Rabat, Habiller le ciel, ou le portrait d'une famille camerounaise illuminée par la mer. Un hommage à la mère de l'auteur à qui il n'a pas pu dire adieu. Le roman redonne voix et corps à celle qui l'invitait à habiller le ciel de prière pour détourner les furieux orages qui habitent l'écrivain. Hassan Silla, Dominique Orlando et Azizan Kamar. Ce qu'il y a de bien quand on décide d'aller faire un petit tour du côté de la Casbah des Oudaya, c'est qu'on est quasi certain d'y croiser et d'y rencontrer de belles personnes. C'était le cas ce samedi en fin d'après-midi à l'occasion d'une rencontre littéraire placée sous le signe du langage, des mots MAUX compris et des écrivains qui se chargent de les traduire. Habiller le ciel, quel joli titre. Que nous réserve ce roman ? D'abord, une petite douleur, celle que l'on a quand on voit partir quelqu'un qui vous est cher. Le mot petit est affectueux et je l'utilise parce que je ne pourrais pas exprimer les abîmes, les gouffres dans lesquels on peut descendre quand une mère s'en va. Et puis, comme je me situe aussi dans un horizon africain, dans lequel un certain nombre d'héritages m'ont été transmis, chaque départ, y compris celui de la mer, peut être l'occasion d'une renaissance. La renaissance quand on dépasse les abîmes et que l'on reprend vie. Une chronique littéraire et francophone dans le journal suisse. Reprendre vie pour également redonner vie ici à celle qui ne l'aura jamais abandonnée. Dans ce livre, vous verrez, le lecteur découvrira que c'est elle qui écrit. Pourtant, ma mère ne savait ni lire ni écrire. Et comment, par une opération incroyable, peut-elle être celle qui tient le stylo? On le voit dans ce livre. Ma mère renaissante me dit « Attention mon petit, tu as écrit un grand livre sur ta petite maman. Un grand livre sur une petite maman. C'est un oxymore. » Et je lui dis « Mais maman, comment sais-tu ces choses-là » Elle me dit « Eh bien, ici, dans le pays inviolable, nous savons tout. » Monsieur Eugène Ebodé redonne ainsi corps et voix à celle qui l'invitait à habiller le ciel de prière pour détourner de son chemin de furieux orages. Et nous en arrivons à la dernière page de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Ressia. Très belle suite des programmes à tous sur Alioula.